Moi je leur ai vraiment dit, imaginez que c'est une impro qui dure 6 heures. C'est juste qu'au milieu de l'impro, vous aurez l'impression que c'est plus un jeu et que c'est la réalité. Mais non, c'est toujours l'impro. Vous restez sérieux, vous allez à fond, vous vous engueulez. Mais à la fin, vous vous tapez dans la main en disant ah, voilà, je t'ai bien eu il y a 3 heures quand j'ai dit ça, etc. J'ai une petite proposition à vous faire là. Explique Mehdi, parce que c'est chacun notre tour les Au questions. sens des aiguilles. Salut Andrea. Salut Ambroise. Eh ben, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on veut faire cette vidéo. Tout à fait, bienvenue dans le making of de la règle du jeu. Bienvenue. Le long métrage Ebim, le premier long métrage Ebim sorti en salle. Tout à fait, alors on va vous parler de la façon dont ce long métrage s'est fait. Donc très vite, en sortant de l'école de cinéma avec Andrea, on a créé BIM pour faire des vidéos YouTube, mais surtout pour faire des longs métrages, c'était l'objectif principal. Sauf qu'à la création de Ebim, on n'avait pas d'argent et on n'avait que du temps et des idées. Pour faire un long métrage, la seule contrainte qu'on avait, c'est qu'on pouvait se payer une journée de tournage. Mais comment on fait un long métrage avec une journée de tournage, Ambroise ? Ce long métrage a été tourné en une seule nuit. C'est là toute l'idée, c'est-à-dire que le fait de tourner en une seule nuit est complètement cohérent avec le scénario de ce long métrage et en même temps limite le budget puisqu'on a dû payer une seule journée de tournage. Il faut déjà trouver un scénario qui puisse se développer que sur une seule nuit. Il faut ensuite trouver un dispositif technique qui permette de filmer toutes les images dont on a besoin en une seule nuit aussi. Et enfin après il y a toute la partie post-production qui est beaucoup plus longue où il faut récupérer toutes ces images et créer l'histoire et la mettre en place. Et donc la post-production du film a été très très longue alors que le tournage n'a duré que concrètement 6 heures. C'est ça, Ouais. on a tourné donc en 2012, une nuit, et on a fini le film, quand est-ce qu'on peut dire qu'on a fini le film ? On l'a fini en 2015. C'était une expérience super intéressante de faire ça, on a pas mal appris à tous les niveaux pour le tournage, la production, la post-production, les relations avec les distributeurs, le milieu du cinéma français et tout. Voilà, tout en faisant Ça a le film, été, c'est là que ça a été intéressant pour nous parce que c'était des découvertes. Exactement, des super rencontres, une super aventure. Mais on va peut-être tout de suite rentrer dans le vif du sujet, puisque nous sommes dans une vidéo making-of. Et donc Ambroise, qu'est-ce qu'on a filmé ce soir-là ? Bonne question. Comment on en est arrivé là ? Le scénario du film, c'est 10 collègues de bureau qui sont en période d'essai de 6 mois. Et à l'issue de la période d'essai, le dernier jour, c'est le vendredi soir, ils restent tous les 10 dans le bureau pour jouer ensemble à un jeu de la vérité. Donc ils ont préparé des questions sur des petits papiers et ils les lisent devant tout le monde et ils doivent y répondre devant tout le monde. C'est un jeu pour apprendre à se connaître. Sachant que les questions sont anonymes. Elles sont ça. anonymes mais nominatives, c'est-à-dire que la question posée, elle n'est pas signée, mais en revanche, elle est adressée à quelqu'un. Voilà. Donc on sait pour qui est la question, la personne qui reçoit la question sait que c'est un des 10 qui l'a posée, Mais il sait mais pas on lequel. sait pas qui. Exactement. Ne jouez pas à ce jeu chez vous, ou alors uniquement si vous voulez vous embrouiller avec les gens avec qui vous Vos jouez. meilleurs amis. Attends, qui a posé cette question? C'est toi là, ça te fait rire? Le film commence de façon un peu joyeuse, les gens sont enthousiastes, et petit à petit ils se rendent compte que le jeu leur échappe complètement, et qu'il y a des tensions qui se créent, des choses qu'ils sont pas prêts à entendre, et donc il y avait une tension dramatique qui allait se créer naturellement. Pour tourner un tel scénario, il fallait des comédiens qui aient déjà des affinités, parce que quand vous filmez 10 collègues de bureau qui sont censés se connaître depuis 6 mois, soit on prend 10 vrais amis ou 10 vrais collègues, mais il faut leur apprendre à jouer. Non, c'était plus simple d'aller chercher dans une école de comédiens, 10 comédiens qui travaillent ensemble dans cette école depuis 6 mois, et du coup ils peuvent s'appeler par leur prénom, on a gardé les vrais prénoms, et ils ont des affinités, certains s'entendent mieux que d'autres, mais voilà, on peut retrouver un peu ces liens indicibles au sein d'un groupe, il y a des complicités, voilà. Donc 10 acteurs hyper talentueux, et qui en plus avaient l'avantage de se connaître un petit peu, et d'être comédien, c'est-à-dire de pouvoir exploiter une situation dramatique quand elle se présentait. On a beaucoup travaillé un mois avant le tournage, on s'est vu plusieurs fois avec les comédiens, on a fait des parties de ce jeu de la vérité, et je leur disais attention, il y a des façons différentes de poser des questions pour générer du drame, il y a des façons différentes d'y répondre. En fait c'est très simple, si la question est tirée, Andrea, t'es vraiment un gros con. Pourquoi ? Bah voilà, soit tu rigoles, Voilà. et du coup c'est marrant, mais dramatiquement il n'y a pas trop d'intérêt, soit tu réagis comme ça, tu Je fais vois pas qui a de quoi posé tu cette parles. question, qui a écrit ça, C'est toi qui as posé écrit la ça, et là d'un coup, non mais voilà, là d'un coup il y a un truc qui se passe. crée une tension, ouais. Donc c'est un peu dans cette direction qu'on a travaillé. Vous me regardez jamais, vous regardez jamais les cadreurs, si on se parle vous faites comme si on n'était pas là. D'accord. À partir de maintenant, ok? Donc moteur. Ok, donc là vous attendez dans le jeu, vous attendez Mehdi. Action. C'est bon, j'ai les questions. C'est mon chat. C'est une bonne élève. Une main vierge. Ça, prends la gauche alors. Noémie, Au profil. au vu de ton ascension fulgurante, est-ce que tu te vois comme la future meilleure commerciale de la boîte? Pas mal. Je sais pas trop quoi dire.
Donc il n'y a pas de scénario écrit en entier, le scénario tenait en une seule page, c'est-à-dire que la page c'était voilà, les 10 collègues jouent dans tel contexte de travail. Et t'as pas écrit les répliques, non, aucune les gros mouvements narratifs. Voilà. Exactement, il y a un synopsis qui a été écrit avec les différents passages de tension et la façon dont la tension augmente et les différents moments du film, mais il n'y a aucune réplique qui a été écrite, tout le reste a été improvisé par les comédiens. D'autres travail des comédiens qui en gros avaient leur situation de départ, leur situation de fin, exactement. Éventuellement un ou deux conflits. Oui, chaque comédien avait une personnalité bien définie, donc on lui disait voilà, toi tu commences, t'es sympa avec telle personne, et à un moment tu te débrouilles, à un moment faut que tu t'embrouilles avec telle personne, toi en revanche t'essaies de draguer telle personne qui n'est pas au courant d'ailleurs. Donc chacun avait ses objectifs clairs, et ensuite on a dit voilà, maintenant on vous lâche dans l'arène, et allez-y, montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. Je crois que ça a été pour les comédiens un travail assez original et difficile, puisqu'il faut quand même être capable d'avoir du recul sur soi-même, de pas se sentir visé et en même temps de jouer vachement avec les traits de caractère qui sont les nôtres, les défauts, les qualités. Voilà. Parfois j'intervenais pour leur dire attention, voilà, moins de rire, parce que dans l'ensemble c'est souvent un jeu qui est marrant et on a envie de rigoler. Je leur dis non, désamorcez, rigolez pas trop, prenez-le au premier degré, soyez sérieux. Et parce qu'il fallait installer une tension dramatique. Non mais ta gueule toi. Bah voilà, ferme ta gueule. c'est bon, stop, tu vois, je voulais pas C'est très bien, Pas il va comment te tu lui vénère parles. sur toi. T'es qui pour parler comme ça à une meuf, toi? Parce que les acteurs savaient pas forcément quand ils étaient filmés. Et les acteurs savaient pas quand Voilà. c'était filmé. Donc ils ont été obligés de jouer toutes les réactions tout le temps en permanence. Exactement, ça c'est vraiment une consigne qu'on a donnée aux comédiens, c'est jouer en permanence, ne vous dites pas la caméra est sur moi, j'ai l'impression donc je vais jouer plus. Je leur ai dit plus vous serez naturel, plus vous ne jouerez pas, mieux le film sera et plus fort il sera. Ne tenez compte de rien, faites comme vous sentez bien. Nous on vous filme, ne tenez pas compte, ne vous dites surtout pas il y a une caméra là, je vais mettre comme ça et tout parce que ça c'est mort, ça se voit à l'image et moi je le prendrai. J'ai jamais bouger, imagine, non, parce que du coup, si on fait ça, non, mais attends, sur cette question, on revient là. Tant pis, je gère. Non, de toute façon vous serez dans le jeu naturel, restez dedans, il n'y a pas de souci. Enfin, vous posez jamais ces questions là, c'est pas la peine. Parce que ce que vous pouvez croire de beau, bah moi je le trouve pas beau et vice versa donc on est dans un genre de naturalisme, hein, on peut le dire, le but est d'être le plus naturel possible. La structure narrative elle est très classique, c'est comme n'importe quel film, il y a une exposition, il y a un drame qui se passe et donc le développement avance au milieu du film et puis après il y a une conclusion, il y a des points de non-retour, enfin vraiment c'est comme un film classique, simplement les répliques sont totalement improvisées. Alors ce qui était drôle c'est que vu que les comédiens se connaissaient entre eux du cours de théâtre, je leur ai demandé d'écrire eux-mêmes les questions, de se poser vraiment les questions à eux-mêmes et sur des trucs vrais. Évidemment ils ont joué plutôt leur personnalité à eux plutôt que des personnages imaginés, encore une fois pour cette cohésion de groupe. Sans cheveux. Sans cheveux. Pour la femme que tu es. Les comédiens ont écrit des questions, j'en ai rajouté quelques-unes dans le chapeau parce qu'elles me paraissaient importantes côté dramatique. Moi j'ai fait une sélection sur les questions qu'ils avaient posées, ça c'était un travail quand même important. Et après le chapeau, il y avait dedans 150 questions et voilà. Et on savait pas du tout dans quel ordre les questions allaient être tirées. Donc c'est à dire qu'on a quand même dit voilà, on va partir d'une situation joyeuse qui se finit dramatiquement, mais au fond on sait pas dans quel ordre les questions vont arriver. Il y a eu un peu de magie quoi en fait. Oui, maintenant quand on regarde le film on se dit ah puis cette question elle tombe là, c'est parfait, la dernière question c'est vraiment génial que ce soit la dernière question. C'était intéressant de voir comment eux ils s'attaquaient les uns les autres en tant que comédiens mais aussi que personnages quoi. Tu fais très attention à ton look. Es-tu homo? Sinon, envisages-tu un jour de tenter une expérience avec un mec? C'était drôle parce que certains comédiens avaient pour consigne de le prendre vraiment mal et d'autres de le prendre à la rigolade, donc ils devaient aussi jouer avec ça. Ouais, je vois pas trop l'intérêt de la question, mais Un petit peu d'humour, on n'a jamais fait de mal, pas grave. Ils ont été super parce qu'ils ont tout de suite dit oui, ils m'ont fait confiance et ils ont vraiment plongé. De toute façon, la performance qu'ils livrent est extraordinaire de ce point de vue-là, quoi. Donc Ambroise est venu avec cette idée de filmer des gens dans une pièce toute une nuit. Moi j'ai trouvé ça tout de suite très intéressant, assez excitant. Déjà parce que c'était impossible à faire, hein, mais comme on le savait pas, bah, on a essayé quand même et puis à la fin ça a marché. Mais voilà, la première étape c'est techniquement comment on fait pour filmer ces gens en temps réel, donc, hein, parce que voilà, les acteurs ont joué au jeu et il n'y avait pas de action coupée toutes les 5 minutes. On a vraiment tourné des blocs entiers d'1 heure en continu. Donc on a identifié un décor, une table, une salle de réunion. On a 10 comédiens autour de la table qui doivent jouer non-stop entre eux. On ne doit pas les gêner, mais pourtant on doit arriver à filmer et à enregistrer le maximum de choses qui se disent sans les gêner. Comme on ne voulait pas que les cadreurs se filment les uns les autres, on a naturellement choisi des cadres plutôt resserrés sur les comédiens qui sont filmés en poitrine, parce que si on avait des plans larges, on avait le risque de voir les cadreurs. Et en même temps, c'était un choix assez assumé, ce qui fait que le film est constitué principalement de plans poitrine, où on voit un voire deux comédiens
dans le cadre. Ça apporte en plus quelque chose qu'on a intégré complètement au dispositif, qui est on se sent à la table avec eux, on se sent proche d'eux. Et c'est ça qui est intéressant dans les contraintes techniques, en fait, c'est que ça vous permet de trouver des solutions qui viennent renforcer le film au final, puisque du coup, voilà, on était un peu obligé de faire des plans serrés, mais les plans serrés permettent de renforcer l'implication du spectateur dans le film. On a vraiment l'impression d'être à la table avec eux, puisque c'est à peu près ce qu'on verrait si on était en phase 2. Et pour que les cadreurs puissent se déplacer facilement et cadrer toute la nuit, puisque c'est quand même des caméras lourdes qu'on a utilisées, et ils ont dû les porter pendant à peu près 8 heures, on a utilisé des systèmes qui s'appellent les Easy Ring, qui sont en fait des gilets qui viennent vous balancer la caméra devant vous, qui la portent, et du coup le cadreur a très peu d'efforts à faire pour faire un plan, et surtout ça vous met la caméra à hauteur de la table, ce qui fait que les cadreurs peuvent cadrer debout, ils sont pas obligés d'être accroupis pendant 8 heures. Attends, est-ce que je peux te mettre On peut mettre un truc aujourd'hui, ouais, on va te mettre une bébé. Est-ce que t'as tiré ta vis? Le premier point, c'est comment on prend les images, et le deuxième point, c'est comment on prend le son. Donc pour les images, on a choisi d'avoir 3 cadreurs qui étaient donc disposés tout autour de la table où il y avait les comédiens, et chacun des cadreurs répondait aux besoins d'Ambroise, qui lui était en régie. Il avait les 3 images en retour en permanence, et il était en communication avec les 3 cadreurs. Vas-y, va sur Pauline, va sur Mehdi, fais des choses comme ça. Il aura marqué. Allô, la centrale? C'est un peu fort, non? Moi, c'est bon, moi. Parle pour voir. Si sur le pas. Regarde. Bande de bâtards. C'est vraiment. est-ce que tu m'entends là? Ok, alors bon, maintenant on va se caler sérieusement. Faites-moi des plans. Est-ce qu'il y a des gens assis à la table? Essayez de rester fixe, genre 1 minute. Je fais quoi? Et Steph, toi, tu te sens bien? D'accord, donc Steph doit retirer son soutien-gorge. Donc les problématiques de ce genre de dispositif, c'est que les cadreurs doivent à la fois être capables d'aller partout, et en même temps ils doivent ne pas se voir, puisque si vous voyez le cadreur d'en face, forcément ça vous sort du film. Donc ça a été le premier gros défi technique, c'était voilà, comment on fait pour avoir 3 cadreurs dans une pièce sans qu'ils se voient, et en leur permettant d'aller filmer n'importe quel acteur. Pour ça, on a utilisé différentes techniques, mais notamment déjà on a habillé les cadreurs en noir, puisque si jamais il y avait une épaule qui rentrait dans l'image de l'autre cadreur, ça se voyait moins si c'était noir que si c'était rose. Et ensuite, on met en place aussi tout un dispositif sonore qui permet de prendre le son de tous les acteurs en même temps. Alors je t'explique, en fait moi je veux un micro là, pour les deux. Je veux un micro là, un micro là, un micro là, un micro là et un micro de l'autre côté. Il y a 6 micros, 2 pour les parties latérales et 1 pour les parties horizontales. Comme les micros HF c'est moins fiable que des micros canons, avec ces 2 sources de son, on a été capable de capter quasi l'intégralité de toutes les répliques. Ouais, de rien perdre des petites phrases qui se disaient les uns les autres. Ok, attention 2 oreilles, tu veux que je parle? Ce qui est très intéressant en fait sur le dispositif technique, c'est qu'on s'en rend pas du tout compte en regardant le film, et c'est ça qui est bien, mais c'est que dans la pièce il y a plein de gens, il y a plein de techniciens qui sont en train de faire en sorte que le film puisse se filmer. Notamment des machinaux qui guident les câbles des caméras, parce que les caméras étaient sur secteur pour pas avoir à gérer les batteries. Qui rampent au sol. Exactement, donc il y a plein de gens qui sont en train de ramper, et notamment l'assistant caméra qui vient apporter les cartes mémoire fraîches. On avait donc 2 cartes mémoire par caméra. On n'avait pas les moyens d'enregistrer les 3 caméras en même temps sur un gros enregistreur, et donc il y a eu toute une logistique pour apporter des cartes vides aux cadreurs pendant qu'ils sont en train de tourner, tout en laissant 2 caméras tourner en même temps pour permettre à Ambroise d'avoir des options de montage en permanence tout au long du film, et donc de ne rien perdre de l'improvisation et de la spontanéité des acteurs. Ton alim secteur est juste à côté ta SSD, c'est ta carte. Et quand t'as plus de carte, tu passes la main devant ton écran, c'est 10. Et après si tu ouais, tu passes la main devant ton écran, pour nous ça veut dire j'ai besoin d'une carte. Et c'est Nico qui s'occupe de tout. Ok. Vas-y maintenant. Steph, on va changer maintenant. Coupe. Ce qui était marrant, c'était qu'on savait on pouvait que le faire en 1 nuit et qu'on voulait le faire en 1 nuit. Et après, on s'est dit, mais attends, ça implique quoi? Ah bah ça implique du coup qu'il nous faut autant de cadreurs. Ah mais du coup ça implique qu'ils peuvent pas se filmer, du coup on fait des cadres comme ça. Mais du coup il faut mettre des câbles. Et en fait à chaque problématique qu'on a eue, on a dû trouver une réponse. Et c'est un truc qu'on n'avait jamais fait, que personne n'a jamais fait. Exactement, ouais. Et donc c'était rigolo de progresser comme ça, comme un jeu, en disant comment on fait pour résoudre les problèmes qui arrivent les uns après les autres. Et au final on l'a tourné et voilà, ça c'est plutôt ça qui est bien, parce que le cinéma c'est ça, si vous avez un budget limité, c'est pas drôle le cinéma. Ouais. Le cinéma, il faut des contraintes, parce que c'est les contraintes qui créent la créativité en fait.
Donc on est content, on a réussi à finir dans le tournage, on a shooté tout ce qu'on voulait shooter, comme on fait avec 18 heures de rush pour faire un long métrage. Alors 3 fois 6 heures plus exactement, puisque en fait on a filmé, je crois cumulé vraiment 6 heures avec 3 caméras. Donc on avait plusieurs points de vue. Alors montage complètement inédit, moi j'avais jamais monté un truc comme ça, mais en fait c'est un peu un montage, bon on dit multicam, et donc c'est là que Andrea m'a installé une timeline sur le logiciel de montage qui était particulière, où je pouvais revoir en fait les caméras synchronisées, donc les 6 heures en entier. Concrètement, il y a 2 sélections à faire. C'est première sélection, quelle caméra je garde quand il y a telle question. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas pu filmer tout le monde tout le temps. C'est-à-dire que parfois les cadreurs sont pris de court. C'est-à-dire qu'il y a une question, je dis une question, Pauline machin. Si Pauline n'est pas filmée, j'ai pas la réaction de Pauline. Donc si la question m'intéresse, comment je mets un plan d'écoute, etc. Donc ça, c'était un truc que je m'étais dit dès le début. C'est pas grave qu'on n'ait pas les gens concernés à la seconde près, c'est-à-dire quand ils parlent, quand ils écoutent, puisque le fait d'avoir quelqu'un d'autre, même extérieur à la conversation, qui écoute, eh ben, ça va nous impliquer vachement dans le groupe, puisque à mon avis, dans un groupe, il suffit de voir n'importe quel visage pour savoir ce qui se passe dans le groupe. Sur les timelines, il faut d'abord sélectionner les caméras qu'on garde, puisqu'il y a 3 caméras qui filment. On a décidé d'enlever des questions, parce que c'est beaucoup trop long, et on s'est dit on va viser un film d'une durée normale. Il y a un gros travail, donc on a dû retaper toutes les questions, on a la liste des questions, donc en tout il y en a genre plus de 300 je crois au final, enfin pas dans le film final, mais il y avait plus de 300 après le montage, avec toutes les questions, les personnes qui posent des questions, et il fallait se dire qu'est-ce qui est intéressant pour le film ou pas. Donc il y a des questions typiquement qui sont des questions qui font avancer l'intrigue, par exemple qui déclenchent une dispute et donc font monter la tension, donc ça évidemment on les garde. Mathieu, tu fais souvent allusion à des clichés, notamment sur les Maghrébins. Est-ce que tu arrives à réfléchir un peu avant de parler? Il y a des questions qui sont plus triviales, qui sont plus gratos, du genre « hey, raconte-moi ton premier baiser ». « Ah non, je te raconte pas, je suis gêné ». Qui peuvent être marrants, des moments de vie marrants, mais s'il y en a trop des questions comme ça, bah, le film est trop long et finalement n'apporte rien. Donc c'est plutôt ces questions-là que j'ai voulu enlever au montage, en me concentrant sur une trame narrative. Et c'est donc finalement au montage que s'est construit le scénario avec des points très précis des embranchements vraiment narratifs, en mode ah bah cette question elle va marquer le début d'une dispute et voilà. Mais non, mais parce que c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps, vous êtes tout le temps à dire non mais nous on nous attaque. Pourquoi vous êtes tout le temps à parce que c'est ça. J'ai dit ça moi. Au montage on voit pas forcément les cuts, on se dit pas que bah y a parfois 10 minutes entre 2 questions qui se suivent pour donner l'impression que tout ça a vraiment duré en temps réel la durée du film. Ça c'était un travail qui a pris 2 ans. Voilà. 2 ans tout simplement. Vraiment cette partie là était fascinante parce qu'on savait pas du tout. On a vraiment toujours appris en le faisant et moi plus je passais du temps dessus, plus je me disais ah mais en fait le film il parle de ça et donc j'isolais tel ou tel moment et le reste je l'enlevais. Alors il y a des moments c'est crève-cœur parce que tu dois enlever des trucs qui sont marrants ou qui sont pas mal en disant bah ouais mais pour le bien du film il faut les enlever, c'est comme ça. On a eu quand même 2 grosses étapes de post-production assez lourdes, on peut dire ça comme ça. Un c'était d'effacer les cadreurs qui ont été filmés parce qu'on a beau faire tout ce qu'on pouvait pour ne pas les filmer. Des fois, ils ont été dans les champs des caméras et donc voilà, on avait conscience que ça sortait un peu le spectateur de l'intrigue de voir un bout de transmetteur, un bout de cam, enfin bon voilà. Donc on a eu une grosse phase d'effacement numérique avec C'est moi Didi. Image par image. Voilà, petite dédicace. Bravo et merci. Voilà, qui a effacé numériquement et recréé les arrière-plans avec des tracks et tout pour sortir tous les cadreurs du film. Et la deuxième grosse phase, ça a été le nettoyage son. Avec le montage final, on s'est dit que ça valait le coup de faire venir les comédiens pour redoubler certaines phrases. Donc c'était très intéressant à faire puisqu'il fallait les enregistrer avec aussi beaucoup de naturel. On avait identifié les phrases qu'on entendait le moins bien, parfois qui étaient chuchotées ou au contraire qui étaient trop fortes et donc saturaient. D'accord, mais attends. Attends Imad, attends. Je vais te dire une chose, mais je l'ai pas chauffé. Attends, mais j'ai chauffé en quoi? La post-prod son aussi a été un moment assez important et décisif qui a donné au film aussi une facture vachement plus professionnelle. Et quand on a eu le montage final du film et qu'il restait encore de la post-prod à faire, on a rencontré 2 types qui s'appellent Lionel et Olivier de la société Anafi et qui ont vu notre film à l'état brut et qui ont dit c'est vachement bien, on veut vous aider à le finir au niveau du son. Et donc c'est avec eux qu'on a pu travailler et sans eux on n'aurait jamais pu améliorer le film à ce point. Donc c'était vraiment des gens qui ont rejoint le projet. Qui ont rejoint le projet en tant que coproducteur et qui nous ont tendu la main. Grâce à ça, la règle du jeu a pu prendre une vraie dimension long métrage sortable au cinéma avec le son cinéma. Disons que c'était la première fois où quelqu'un considérait la règle du jeu comme un long métrage. Exactement. En dehors de nous. Ouais. Et donc ça c'est quand même sur un projet qui dure le temps qu'il a duré. C'est une étape importante, c'est rassurant, ça remotive quoi. Donc une nuit de tournage, 3 ans de post-production,
On est fin 2015 et on sait enfin de quoi parle le film. Drôle, on rit jaune parfois. La profondeur de jeu des acteurs. Le réalisme de certaines situations et de certains dialogues. Et le côté qui met très mal à l'aise aussi, qu'on vit un peu le truc comme si on y était. C'est un support de débat et de discussion très intéressant à mon avis. Au début, moi, mon idée était très simple. Le thème du film, c'était la vie en groupe et comment parler de la vérité au sein d'un groupe pouvait impacter les liens entre les uns et les autres. Donc il y avait tout ce fantasme de transparence sociale qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être une lecture en filigrane des réseaux sociaux, mais vraiment, au sein d'un groupe, est-ce qu'on peut livrer son image en pâture aux autres et s'en sortir indemne? Certains oui, certains non. Donc c'était ça dont je voulais parler. C'est injuste, c'est faux. Mais c'est le but. C'est basé sur rien. Le but non, le but c'était pas de se faire mal. Non, mais c'était un petit peu dérangeant de créer des dérangeant, mais sur des choses un peu plus concrètes. Ça, c'est l'objectif dès le début de toute façon. Ouais, ça c'est ça dont. Ouais. Voilà, le dispositif a été mis en place pour pouvoir parler de ça. Exactement. Voilà. Mais il y a d'autres thèmes qui ont émergé naturellement. Oui, parce que les comédiens ont apporté eux-mêmes leur personnalité, leur caractère, leur thème, et quand ils ont écrit les questions, et quand ils en ont discuté pendant le film, est venu naturellement des thèmes plus sur notre époque en fait, sur le fait de vivre ensemble, sur le communautarisme, le racisme, le terrorisme, le sexe, voilà, la politique, et tout ça vraiment dans un esprit de comédie dramatique, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y en a certains pour qui ces sujets sont légers, il y a beaucoup de naïveté, et puis beaucoup de gens qui le prennent au premier degré, donc ils ont enrichi le film de leur thème à eux, de leur sujet, et on s'en rendait bien compte que le film nous avait échappé, qu'il était devenu organique, mais on a gardé tous ces thèmes-là parce que ça en faisait un film vachement de notre époque, quoi. Et d'ailleurs, un truc qui est rigolo, c'est que le titre du film n'a pas tout de suite été la règle du jeu, et que plus on avançait dans le film, dans le montage, plus il y a eu plein de titres différents, et chaque titre marquait un peu les étapes de compréhension de notre propre film. C'est-à-dire qu'au début, on l'avait appelé Pandore, rapport à la boîte de Pandore, d'où s'échappent tous les maux de la Terre dans la mythologie. Ensuite, il s'est appelé... Tout ce qui se passe ici est très normal. Tout ce qui se passe ici est très normal, qui est une réplique du film qu'on aimait beaucoup. T'inquiète, c'est normal, tout ce qui se passe est très normal, donc laisse des tons. Parce que très normal, c'est hyper drôle, hein. Tout ce qui se passe ici est très normal. Donc c'est dans le film, mais bon, finalement, on l'a pas gardé. On a eu Prochaine question, qui parlait un peu plus de quoi on va parler maintenant. On a eu très longtemps les chuchotements barbares. Qui était bien parce qu'il y avait la notion de chuchotement qui dit vraiment ces petits mots qu'on dit comme ça, qui ont l'air de rien, et barbare en fait, ça veut dire qu'ils ont un impact hyper fort et on s'en rend pas compte, parfois on dit des choses qui blessent les autres, etc. Mais bon, chuchotement barbare c'était un titre un petit peu alambiqué peut-être. Ouais, puis finalement on est arrivé sur la règle du jeu, quoi. Sur la règle du jeu. Alors il y a déjà un film qui s'appelle La règle du jeu, qui est un film réalisé par Jean Renoir, et sorti en 1939, qui est le film, selon les critiques françaises, numéro 1, le meilleur film français de tous les temps. La règle du jeu de Jean Renoir parle déjà d'un groupe d'amis qui se disloquent le temps d'un week-end, qui passent ensemble à la campagne. Donc il y avait vraiment cette filiation qui nous amusait du huis clos entre un groupe qui va se disputer, et donc c'est à la fois une référence, le fait de l'appeler comme ça, très humble, genre, le film de Jean Renoir est extraordinaire et nous on est un petit film, mais il y a un peu de prétention de dire voilà, on veut parler un petit peu de la même chose, et puis il se trouve que dans notre film, les personnages jouent à un jeu qui leur échappe, dont ils connaissent pas la règle, finalement ils se lancent dedans mais ils savent pas où ça va les emmener. Donc la règle du jeu, c'est d'un coup on s'est dit mais en fait ça va marcher de l'appeler comme ça. Donc voilà, c'était un projet qui nous a coûté énormément en moyens humains, puisque voilà, on a passé 5 ans dessus. Et en parallèle de ça, c'est un film qui nous a pas coûté très très cher, puisqu'on a eu un peu voilà, une journée de tournage. Ouais, on a tout fait pour limiter les coûts parce qu'on n'avait pas beaucoup de budget. Il y a juste un truc sur lequel moi je voulais pas du tout limiter les coûts, c'était la musique de fin, du générique de fin, qui est une musique assez connue que vous découvrirez pendant le film et qui passe en intégralité. Ça coûte plus cher en intégralité et ça coûte plus cher quand c'est un générique, je le dis parce que voilà, c'est le réalisateur et le producteur. Et je voulais je voulais à tout prix cette musique à la fin parce que je trouve qu'elle parlait bien du film, elle reprend le côté à la fois grave et léger du film, et je la voulais en entier, donc on a payé les droits. Et donc au final, elle coûte l'équivalent de 5 acteurs. Du salaire de 5 comédiens, voilà. Mais elle est trop bien cette musique. Et normalement, vous l'aurez dans la tête en sortant du film. C'est l'objectif, c'est l'objectif. Voilà, donc j'espère que ça a été aussi intéressant pour vous à écouter que pour nous à faire. Je parle de la fabrication du film, hein, voilà, puisque cette vidéo est un peu la conclusion de 5 ans de travail. On est très content d'avoir fait ça, et on espère que voilà, vous allez avoir envie de le voir, ce film. Oui, et si vous voyez la vidéo avant le 8 février 2017, sachez donc que le film sort en salle, dans une salle à Paris, au Saint-André-des-Arts, le 8 février
pendant un mois. Donc vous allez sur Allociné, vous regardez les séances, ce sera à 13 h chaque séance. Et sachez que nous, après, on est là pour faire un débat avec les gens du public, répondre aux questions. Il y aura peut-être des comédiens du film aussi qui seront là. Donc vraiment, n'hésitez pas, venez voir le film, ça nous fera plaisir. Des bisous, de l'amour. À très vite.